Alors on va faire juste un petit passage. Vous savez que la Maseret Hanouka n'existe pas, mais il y a quelques dapim de Maseret Shabbat qui sont consacrés à ça. Donc on ne va pas faire des sougyotes habituels et classiques. Je pense que vous les avez étudiés à la Yeshiva. Juste, je voulais vous parler de Ataka Samisa, Nacha Samisa. Vous avez étudié cette sougya? Ouais. Alors, je vous rappelle de quoi il s'agit. En fait, ça a commencé comme ça. On a posé la question à Ravuna. Aïm, Madiki Minalémer ou l'eau Madiki Minalémer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire imaginez quelqu'un. Écoutez, c'est un truc vachement intéressant. Imaginez quelqu'un qui il a pas de feu. Il veut faire la mitzvah, mais il n'a pas de feu. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'allumettes, tout est fermé, le magasin s'est fermé, le chamash est explosé, enfin il n'y a pas de feu. Et il a besoin d'allumer sa bougie de Hanouka. La seule possibilité qu'il a, c'est d'aller voir son voisin, qui lui a encore, il n'a pas de feu non plus, il n'a plus d'allumettes non plus, mais il a encore une bougie de Hanouka qui brûle. Par contre, le chamash, lui, il est déjà éteint. Et alors, il voudrait bien pouvoir allumer de la bougie de Hanouka à sa bougie à lui de Hanouka. Vous voyez, ce qu'on appelle Madliki Miner Lener. Alors, on a demandé à Ravuna est-ce que c'est possible ou pas. Pourquoi ce ne serait pas possible? D'abord, il servir de lumière. Parce que la lumière ne doit servir que pour le. On va profiter de ça. Alors, de l'autre côté, pourquoi ce serait possible quand même? Parce que c'est un calcul. Ouais, c'est pour faire une mitzvah, c'est pas pour Stam, pour faire une mitzvah, peut-être que c'est bon. Ok. Alors, la lecture d'Avona dit, ça dépend. Je ne sais pas, il faut d'abord résoudre un problème plus important, qui est à quel moment exactement on a fait la mitzvah. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Il y a, si vous voulez, il y a un principe dans la halakha, pas seulement sur Hanouka, qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle bouffer mitzvah. Par exemple, un loulav, même après la fête. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser pour balayer la chambre? Non, parce qu'on a élevé au spirituel. Ouais, bah c'est un bisou de mitzvah. On n'a pas le droit de faire ça, c'est un mépris pour la mitzvah. C'est pour ça qu'il y a un joli minage, je ne sais pas si vous le faites chez vous. Qu'est-ce qu'on fait avec les mouzavim? Ouais, on les garde jusqu'à Pessah. C'est un jeu qui ne le fait pas, mais c'est un jeu on les garde jusqu'à Pessah. Et après, avec ça, on l'utilise pour le biou chametz, le loulav. Parce que ça, c'est pas un bisou de mitzvah, parce que tu te sers de la mitzvah pour une autre mitzvah. Ça, ça va loin. C'est bon de le jeter en poubelle? Non, on peut le jeter, on ne peut pas s'en servir. On peut le jeter, mais il vaut mieux le garder et s'en servir pour une mitzvah, c'est plus joli. On ne peut pas en tout cas le maîtriser en s'en servant pour. Vers quoi des sarres avec? On s'en sert pour brûler le chametz. On le jette dans le combustible. Ok, Achab, je vous pose la question suivante, écoutez bien. Est-ce que j'ai le droit, imaginez qu'il y a un pauvre qui frappe à ma porte, qui arrive très souvent en ce moment, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il y a un pauvre qui frappe à ma porte, il demande la tzedaka, ok? Alors moi, disons que les petites monnaies que je réserve pour la tzedaka, comme je veux pas que les gosses y jouent avec, je les mets au-dessus d'une armoire très haute. Est-ce que j'ai le droit de dire au pauvre, ne bouge pas, je prends mon moulin et je fais tomber les pièces dans la main pour pouvoir ensuite faire la tzedaka? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. A priori, oui. Pourquoi? Parce que j'utilise une mitzvah pour une mitzvah. Les rabbins disent non. Pourquoi ils disent non? Parce que tu ne fais pas directement. C'est pas comme pour le bio chametz. Tu ne fais pas directement avec la mitzvah une mitzvah. Parce que tu utilises le lave pour faire quelque chose qui va te servir à faire la mitzvah, mais c'est indirect. Et pourquoi c'est interdit? Parce qu'elle est d'avoir sauf. Ça veut dire quoi? Elle est d'avoir sauf. Ça veut dire si tu commences à faire ça, tu peux chaque fois dire que c'est indirectement pour. Alors je balaye la chambre avec le lave, c'est pour le Shabbat, pour que ce soit bon pour Shabbat. Elle est d'avoir sauf. Alors on a essayé que non. Qu'on a le droit d'utiliser une mitzvah pour faire directement une mitzvah, mais on n'a pas le droit d'utiliser une mitzvah pour faire indirectement une mitzvah. Si on mettait dans du pot directement. Ouais, alors par exemple, théoriquement, tu as raison. Si je dis au pauvre, rentre, tu vois l'armoire, mets les mains comme ça, d'accord, et je fais descendre avec mon lave le truc, ça j'aurais le droit. Parce que je fais directement une mitzvah avec la mitzvah. Okay. Alors maintenant, on revient sur Madliki Minaléner. Alors voilà, il dit Madliki Minaléner ou le Madliki Minaléner. Il dit ça dépend, Chazina. Et si la mitzvah c'est l'allumage, alors Madliki Minaléner. Mais si la mitzvah c'est pas l'allumage, mais c'est la anacha, elle Madliki Minaléner. Alors, il faut donc d'abord savoir si c'est la tzedaka ou la anacha qui fait la mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a une marque locale. Pour savoir à quel moment exactement je fais la mitzvah. À quel moment exactement je fais la mitzvah. C'est quoi la anacha? Pardon? La anacha, La anacha, ça veut dire que la tzedaka, ça n'est qu'une préparation, l'ultime préparation. De la même façon que vous achetez une chanoukia, c'est une mitzvah ou pas d'acheter la chanoukia? Non, c'est pas une mitzvah, c'est une préparation à la mitzvah. De nettoyer la chanoukia, c'est une préparation. De placer les bougies ou de mettre de l'huile,
c'est une préparation, c'est pas la mitzvah. C'est comme construire une soukha. C'est une mitzvah de construire une soukha? Non, c'est une préparation à la mitzvah. La mitzvah, c'est de manger dedans, c'est pas de la construire. Si quelqu'un il se fait inviter pendant 8 jours chez un copain et il fait la fête de Sukkot chez le copain, il a fait exactement la même mitzvah que le type qui a construit la soukha. Il n'y a pas une mitzvah de construire la soukha, il y a une mitzvah de manger dans la soukha. La même chose pour la hadlaka. Donc la question est de savoir, est-ce que la hadlaka, c'est le stade ultime de la préparation, mais que la vraie mitzvah, c'est une fois qu'elle est allumée, c'est de la regarder brûler en la posant, anacha c'est-à-dire poser, en la posant devant la fenêtre, enfin en tout cas là où il faut la poser, en général dehors, c'est-à-dire, mais que la hadlaka elle-même c'est donc pas une mitzvah, ou alors tu dis non, la hadlaka c'est la mitzvah. La hadlaka c'est la mitzvah. Oui, il pose, c'est bénévole. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as allumé la Hanoukia, qui n'est pas encore, t'as pas encore fait la mitzvah, après il faut prendre la Hanoukia qui brûle, et tu la mets à l'endroit de la mitzvah, c'est-à-dire que la fenêtre à l'extérieur. À ce moment-là, ça fait la mitzvah. Mais l'allumage, non, l'allumage c'est comme le nettoyage de la Hanoukia, c'est pas une mitzvah. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Regardez le texte. Il y a Maravuna Birad Rabisha. Chazina, il faut voir. Il y a de la casse. C'est autre chose. Il y a de la casse, la mitzvah. Madiki mina lemer. Si c'est la dlaka, la mitzvah, alors on a le droit d'allumer d'une bougie à une autre. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est la dlaka, on a le droit d'allumer ça. Parce qu'on s'en sert pour faire directement une mitzvah. Vi anacha sa mitzvah. Mais si la mitzvah, c'est pas l'allumage, mais c'est de la poser, de la voir brûler ensuite, alors, elle madiki mina lemer, parce qu'à ce moment-là, je me sers d'une mitzvah pour faire indirectement une mitzvah, donc c'est pas valable. Alors après, bon, on n'a pas le temps, je ne lis pas tout le reste. Après, on essaie de prouver pour un contre. Hein? C'est très simple. Si tu dis que la hadlaka c'est la mitzvah, j'ai le droit de me servir d'une bougie qui est déjà allumée pour allumer une autre bougie. Parce qu'avec la mitzvah, qu'est-ce que je fais? Directement une mitzvah. Mais si tu dis que la hadlaka c'est pas une mitzvah, c'est simplement une préparation à la mitzvah, alors c'est indirect. Je ne peux pas utiliser une mitzvah pour faire la hadlaka. Comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de prendre une chanoukia qui a un petit peu de cire qui date de la veille? Comment je nettoie ça? Je l'approche d'une flamme. Est-ce que je dois prendre une flamme de Hanouka, une bougie, et puis avec elle, nettoyer ma Hanoukia? Réponse non. Même si c'est pour la mitzvah, mais tu n'as pas le droit d'utiliser une mitzvah pour une préparation. Alors, de la même raison, tu ne peux pas faire une hadlaka si ce n'est pas l'hadlaka la mitzvah. Il faut d'abord qu'on décide que l'hadlaka c'est la mitzvah, ok? Il n'y a pas de problème d'allumer après la transporter pour la. Non, c'est pas grave. Si tu dis que l'important c'est de la transporter justement, alors au contraire, tu l'as allumée, et après tu fais la mitzvah en la posant là où il faut. Ok? Je vous laisse voir vous-même les différents tachmas qu'il y a après. Mais comprenez qu'il y a des nafkamina importantes. Par exemple, il y a des conséquences importantes. Par exemple, est-ce que mon fils, qui a 8 ans, par exemple, j'ai pas de fils qui a 8 ans, est-ce que mon fils qui a 8 ans, j'ai le droit de lui dire d'acheter la Hanoukia en mon nom? D'aller au magasin, d'acheter une Hanoukia en mon nom? Réponse? Pourquoi pas? Est-ce que je dois lui dire de mettre les bougies pour préparer l'allumage? Oui. Ouais. Est-ce que je dois lui dire d'allumer pour moi? Non. Ça dépend. Si je dis que la mitzvah c'est l'allumage, alors non, il n'y a que moi qui peux allumer. Mais si je dis que l'allumage c'est que la préparation, alors il peut allumer lui. C'est pas grave, comme il peut nettoyer, comme il peut préparer, il peut allumer. Et après moi je la déplacerai et je la mettrai. Donc vous voyez qu'il y a des nafkamina. C'est important de savoir à quel moment exactement j'ai fait la mitzvah. Bon, la loi discute là-dessus. Et arrive à la conclusion que c'est la blaka ou la. D'ailleurs, la bracha, regardez, le dernier paragraphe. Puisque la bracha c'est la blik, Shema Minan, là tu peux déduire hadlaka ou samitza. Shema Minan, en effet. Là, je t'ai amené hadlaka ou samitza, maintenant que tu m'as dit que c'est la hadlaka qui est importante, regarde, maintenant que tu m'as dit que c'est la hadlaka, est-ce que tu m'as dit qu'il me l'a ou non? Oui. Maintenant que tu m'as dit que la hadlaka c'est important, alors, il pique à Khereshote Vekatan, va savoir le clos. Si c'est un boss ou quelqu'un qui n'est pas Khereshote Mitzvot qui est allumé, il faut rallumer parce que ça sert à rien. Isha Vadaï Madlika. D'abord, les Shovan Lévi, Nashim Chayavod Menechanka. Chacun a le tour. C'est pour les femmes. Ok. Achab, cette Gemara, c'est une Gemara connue de Hanouka, que j'ai étudiée il y a longtemps avec Shiva Tichonit. Et puis, un jour, on était en terminale et je l'ai étudié à nouveau, c'était avant Hanouka, je sais pas, 3 semaines avant Hanouka, comme ça. Et j'étais en Hanouka avec mon copain, il s'appelle Mikou, je s'en fous. Et donc j'ai étudié avec lui,
Et on termine la Suga, donc d'accord, ça met ça, ok. Et après, il me dit que pourquoi d'accord, ça met ça, c'est pas normal. Je lui dis que c'est pas normal. Je dis, on aurait dû dire Anachao ça met ça. Je dis pourquoi? Il me dit réfléchis. Avec Mikou, le problème, c'est que comme il comprenait tout avant tout le monde, parce qu'il était plus intelligent, au lieu d'expliquer, il disait réfléchis. C'est frustrant parce que tu réfléchis avant de faire du temps et ensuite tu ne comprends pas. Elle me dit réfléchis. Je ne comprends pas. Pourquoi tu penses qu'on aurait dû dire Anachao ça met ça? Il me dit réfléchis. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'était quoi? Le miracle, c'est que ça dure. Ça dure 8 jours. C'est ça le miracle. Dans la Hadlaka elle-même, il n'y a pas de miracle. La Hadlaka elle-même, il y avait suffisamment pour allumer. Normalement, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit normalement, ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû prendre une grande bougie, comme un air des Shana, qui dure 8 jours. On aurait dû allumer le premier jour et faire en sorte que ça brûle pendant 8 jours. Ça aurait été un souvenir du miracle. Bon, après il me dit, je comprends qu'on ne peut pas demander ça parce que c'est impossible. D'accord, très bien. Donc on allume tous les jours. Mais de là à dire que c'est la Hadlaka qui est important, non. C'est pas la Hadlaka. Ce qui est important, c'est que ça brûle. Donc, ce qui est important, c'est de la poser une fois qu'elle est allumée et de regarder brûler, c'est important. Donc, si déjà tu poses la question Hadlaka ou Anacha, moi je t'aurais dit Anacha. Je lui dis, Nikou, t'as raison. Je lui dis, alors, pourquoi c'est Hadlaka? Je lui dis ça. Et bon, ça va passer à la seconde suivante, on a oublié l'histoire. Normalement, à Hanouka, il n'y avait pas de vacances. Vous avez vacances dans Hanouka? Mais nous, quand on était à Montreux, à Yeshiva, il n'y avait pas de vacances à Hanouka. On ne rentrait pas à la maison. Mais cette année-là, quoi? En Suisse? Vous êtes suisse aussi? Non, je ne suis pas suisse du tout, non, mais j'ai étudié un peu. Je suis Rav Rochon. D'accord. Le Rav sur le Rochon, il était à ce moment-là, il était le fils de Rosh Yeshiva. Je sais, c'est le Rav Moshe, Zichron Lebracha. Quand il est qui Ce qui vous explique pourquoi je suis là, parce qu'en fait, quand le Rav Rochon, le téléphone, il me dit donne le cours d'histoire. Je ne peux pas lui dire non, parce que voilà. D'ailleurs, c'est pas Nahum qui téléphone, hein. C'est son père. Parce que Nahum, quand il téléphone, je lui dis écoute, ça va, je peux trouver quelqu'un d'autre. Alors, c'est son père qui téléphone chaque année, il me dit tu peux venir une fois par semaine? Je peux pas venir une fois par semaine, je sais bien, c'est trop loin. Bon, une fois tous les 2 semaines, mais non, je ne peux pas, une fois tous les 3 semaines, mais non, une fois par mois, je peux dire, bon, d'accord. Il est tout content, et il y a un appelle-le pour fixer les dates. Ouais. Alors c'est cette année-là, j'ai reçu une autorisation de Rav Moshe de ne pas être pour Hanouka à Yeshiva. Pourquoi? Parce que c'était notre tour de partir en Russie. Alors je ne sais pas si vos parents, qui sont à peu près de ma génération, ils l'ont fait également, mais sachez que dans les années 70-80, les jeunes de 20 ans, 18 ans, ils partaient en Russie soviétique. Pourquoi ils partaient en Russie soviétique? Parce que c'est l'agent juif qui les envoyait. Parce que les juifs soviétiques, ils s'étaient réveillés tout d'un coup, après la guerre des 6 jours, en se disant on est juifs. Et donc ils ont demandé, au début c'était quelques dizaines, puis après quelques centaines, ils demandaient l'autorisation de quitter l'Union soviétique pour aller en Israël. Puisqu'on est juifs, on veut habiter dans le pays des juifs. Ils n'étaient pas très nombreux, mais il y en avait quelques centaines. Ça, évidemment, les Russes ne voulaient absolument pas les laisser partir, parce que si on laisse partir les juifs, on va laisser partir tout le monde, personne ne restait en Russie, c'était la misère là-bas, et donc il n'y avait pas de liberté, donc certainement pas. Donc non seulement on ne laissait pas partir les juifs, on leur donnait donc ce qu'on appelle un refus, c'est pour ça qu'on appelait ces juifs-là les refusniks, ceux qui avaient essuyé un refus de la part de l'autorité soviétique, mais en plus pour décourager les autres de demander à leur tour un visa pour sortir en Israël, alors celui qui demandait une autorisation de sortie, eh bien il perdait son boulot, il était viré. Alors c'était pour le décourager tout le monde. Alors les juifs, ce sont les activistes en question, c'est des gens courageux, qui demandaient à partir en Israël, qui savaient qu'ils avaient essuyé un refus, et ils avaient viré du et donc ils n'avaient plus de travail. Quand ils n'avaient plus de travail, là ils se sont dit, comme les juifs allemands dans les années 30, ils se sont dit, si on est persécuté en tant que juif, au moins qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Et alors il y a eu un retour, pas évidemment vers la Torah, une partie aussi, mais surtout vers l'identité juive. Les gens ils voulaient commencer à apprendre l'ivrit, ils voulaient commencer à apprendre la Torah, le Talmud, etc. Mais ils n'avaient évidemment aucun bouquin. Parce que depuis 1917, depuis la révolution russe, il n'y avait pas de possibilité d'étudier la Torah en Russie, donc il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait rien du tout. Et donc, qu'est-ce que faisait la Sortnout, l'agence juive? Elle prenait des jeunes juifs d'Europe ou des États-Unis,
L'Israël, c'est un peu plus compliqué à cause du passeport israélien, mais si c'est un Israélien avec double nationalité, ça pouvait aller. Et on demandait à ces jeunes juifs s'ils voulaient bien aller en Russie pour aller visiter les refuges Nikim et leur apporter des bouquins. Alors comment est-ce qu'on faisait ça? La Russie, c'est un pays froid, on avait des grands manteaux, on ouvrait les doublures des manteaux, on mettait les bouquins à l'intérieur et on enfermait. Et à l'époque, Stenzal venait commencer ces fameuses Gumarot, et en général, ils voulaient des bouquins de Stenzal parce qu'ils pouvaient comprendre davantage. Ou alors c'était des manuels pour apprendre l'hébreu, ou des trucs comme ça. Et donc on leur apportait des livres, etc. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est lié à tout ce qu'on vient de dire. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'on n'avait pas le droit d'aller visiter la Russie seul. Il fallait toujours faire partie d'un voyage de groupe. Pourquoi? Parce que quand tu es en groupe, alors il y a un guide, et donc on a le contrôle sur toi. Parce que si tu viens seul, tu vas savoir où tu vas aller, etc. Peut-être tu vas parler des gens qu'il ne faut pas parler. Donc, on devait partir en groupe. Ok? Et donc Miko et moi on s'est dit bon on va y aller, on va partir 10 jours, et c'était donc à peu près la période de Hanouka. Alors le groupe qu'on avait trouvé, c'est un groupe de Suisse. Parce que c'était les seuls qui ne partaient pas à Shabbat. Alors, on a décidé de partir avec eux. Et on arrive là-bas. Et Ils venaient apporter des livres de Torah pour Shabbat. Ils partaient Shabbat pour faire ce voyage. alors, il y avait des ramanim qui avaient autorisé, à cause de Pico Pêche, Rouhani, etc. Mais bon, nous on n'a pas d'avoir, parce qu'en plus, la plupart des voyages de groupe, ils partaient Shabbat. Mais nous, on ne voulait pas quand même. Alors, on a cherché, alors, au lieu de partir depuis Paris, on est parti depuis Genève, voilà. Ou Zurich, je sais pas. Bref, donc, il faut que vous sachiez également qu'il nous avait dit à la Zangeville, surtout, n'écrivez rien. En fait, c'était pas dangereux pour nous, parce que même si on se fait prendre, il y a des copains qui se sont fait prendre, c'est pas grave, comme tu es citoyen français, la seule chose qu'ils peuvent te dire, c'est retourne en France. Ils ne vont pas arrêter un Français, quoi. Tu rentrais en France, tu allais rater ta mission, quoi. Ils te confisquaient les bouquins et tu repartais. J'ai des copains qui font ça. Donc nous, on est passé tranquille, mais par contre, ça pouvait être dangereux pour les refusniks. Bah ouais, parce que si on avait la liste, etc., ils pouvaient prendre des. Donc, on n'avait pas le droit d'écrire la liste. Alors, comment est-ce qu'on faisait? On prenait un carnet d'adresse. Quelle liste? La liste des juifs qu'il fallait visiter. Donc on prenait un carnet d'adresse, on prenait le bottin français, on écrivait plein de noms avec des numéros de téléphone, et puis on avait un code, je sais pas, tous les 15, le 15e nom, c'était un juif. Alors on écrivait, on essayait de faire en sorte que ce ne soit pas trop russe, quoi. Si la rue s'appelait Archipova, on l'appelait Archipov, ou je sais pas quoi, donc ça passe un peu de truc. Et puis on prenait les 15 et on savait donc qui allait visiter. À part ça, il nous avait dit à la Zangeville, tout ce que vous voyez, tout ce qu'ils vous disent, retenez-le. N'écrivez pas, mais retenez-le, et tous les détails sont importants, vous nous racontez tout ça. Faites un rapport en revenant, vous nous racontez tout ça. Pour moi, la mémoire, zéro, je ne me rappelle de rien. Alors je dis à Nico, je dis, tu sais quoi, regarde, toi tu sais pas écrire, moi je sais écrire. Mais toi tu te rappelles, et moi je me rappelle de rien. Alors, Tu sais pas écrire du coup? ouais, pas vraiment, quoi. Il sait écrire, mais pas en beau français, moi je savais. Alors je dis, on fait comme ça. À la fin du voyage, tu me rappelles toutes les histoires, et moi j'écris le rapport. Il me dit d'accord, très bien, parfait. D'accord. Donc on est parti. On est resté là-bas 10 jours, et en revenant, évidemment il ne fallait pas qu'on dise qu'on était juif, donc lui il avait un béret, moi j'ai une casquette, on mangeait, on avait le droit de manger du pain noir, il était caché paraît-il, et des fruits. Alors lui il disait qu'il était sportif, il avait un régime particulier, moi je disais que je faisais de la diète. À l'époque, ça passait mal, et bon, ça passait plus. Quand on est reparti, donc du après, l'avion d'école de Moscou, on était tellement contents qu'on ne s'est pas fait avoir, qu'on a réussi la mission, etc., qu'on a cherché nos petites kippotes qu'on avait planquées dans les sacs bien planqués, et on a enlevé les casquettes et les trucs, on a mis les kippotes, et on était tout contents, et les Suisses, là, ils nous ont regardé bizarrement, ils ont compris qu'on était juifs, en fait. Vous allez me dire, comment est-ce que vous avez fait pour aller voir les refusniks, alors que vous étiez en voyage de groupe? Et en plus, on était avec le groupe, et le guide, ou la guide, on nous avait prévenu, attention, les guides, c'est pas simple les guides. Ils font 1 an d'études pour être guide touristique, et 3 ans d'études de bourrage de crâne soviétique. En fait, c'est des agents du KGB, ils sont là pour vérifier que vous ne faites pas de bêtises, vous restez dans le groupe, etc. Bon, alors débrouillez-vous, essayez de... Débrouillez-vous. Tromper les agents du KGB. Ouais, c'est pas évident. Un groupe juif. Ah oui, c'est pour ça que vous avez dit, vous y avez été venu. Non, c'est pas un groupe juif, c'est un groupe de voyous de Suisse. Alors, la chance qu'on a eue, je vous dis la chance qu'on a eue. Le guide, c'était une guide.
En plus, elle était mignonne, elle avait 22 ans, elle était mignonne comme tout. Le reggae. Alors voilà, et le groupe, c'était tous des vieux, ils avaient 50 ans, quoi. C'était des vieux croutons, on avait 18 ans, 17 ans, 18 ans, 18 ans. Eux, ils étaient tous des. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le premier jour? On est allé voir la guide en question, et on lui a dit écoute, j'ai dit, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce que nous, on pensait qu'on allait dans un groupe de jeunes sympas et tout. On est arrivé dans un groupe de vieux, là, on visite des musées, franchement, ça nous saoule. On n'a rien à leur dire. Nous, ce qu'on voudrait bien, si on va aller sur notre séjour, là, nous, ce qu'on voudrait bien, toi qui es jeune, tu peux comprendre, nous, ce qu'on voudrait bien, c'est qu'on puisse avoir du temps libre pour aller voir les petits moscovites. Et le soir aussi, quoi. Alors, elle nous dit, elle réfléchit 2 minutes, alors elle fait, bon, ok, d'accord, on va faire ça chose suivante. Le matin, vous allez faire les musées avec nous, et l'après-midi, je ferme les yeux, vous partez, on ne va pas trop tard. Pas trop tard. Je ne savais pas que vous étiez. Non, heureusement. Et donc, elle nous attendait à chaque fois le premier quand on revenait à 11h du soir, on revenait assez tard, parce que justement les juifs ont revenir le soir. Donc on revenait vers 11h comme ça, elle nous attendait au lobby à chaque fois, pour être sûr qu'on revient. Et puis à chaque fois, nous avons au clin d'œil. Alors, c'était bien ce soir. C'était ça. C'est comme ça que vous allez voir. C'est ça que vous allez voir notre public. Alors, quand l'avion décolle, je fais un coup, écoute, je sais quoi, on est encore dans l'ambiance là, des 10 jours qu'on vient de passer, donc c'est encore frais, raconte-moi les histoires, et je commence à faire le rapport. Il me dit d'accord. Il me dit, répète-toi le premier jour. On est arrivé à Moscou, et le soir même, on est allé voir un juif, il ne parlait pas 2 mots d'ivrit. La seule chose qu'il savait dire, c'est Shalom Manishma. On est rentré, il fait Shalom Manishma. On dit, putain, mais c'est la data, il Manishma, Shalom. Bon, mais il était très content de nous voir, il a compris qu'on était de Paris, tout ça. Bon, alors il était content, très bien, mais au bout d'un moment, on n'a plus entendu le dire. Et il nous avait dit également à la juif, n'oubliez pas, quand vous partez, vous leur demandez quels sont leurs bagages, qu'est-ce qu'ils ont comme demande. C'est la prochaine fois qu'ils nous parlent russe. Non, on ne parlait pas russe. Et donc, au bout d'un moment, lui parlait pas français, on parlait pas russe. Bon, voilà, alors on dit, bah, Litrot, il dit, Manishma, Litrot. C'est plus grand-chose. Et quand il a compris qu'on allait partir, alors il nous dit, non, l'autre, ne partez pas. Pourquoi? Alors il me fait avec les mains, il dit, parce que ici, ce soir, à 7h30, il y a un shiur, alors shiur, il a dit en hébreu, il y a un shiur d'ivrit chez moi. Alors je fais à Nico, écoute, il y a un cours clandestin d'hébreu, on va pas partir, on va rester. Elle a dit, bon d'accord, mais 4h d'après-midi là. Ça marche que 7h, on arrive. Je dis, bah oui, mais c'est pas grave, on reste quoi. Là on est resté. Alors, un silence de mort. Alors pour briser la glace, de temps en temps, on lisait une phrase. Alors Nico il fait, il y a combien de juifs qui vont venir ce soir? Et le type il dit 10. Bon, très bien. Après le silence, au bout d'une heure, moi je lui dis et c'est qui le moré? Mi a moré, la chio. Alors il fait ami. Alors je fais à Nico, il n'a pas pu comprendre la question. Et à 7h30 précise, comme dans les films, à la porte, d'accord? Et le type ouvre la porte, il y a 2 juifs qui rentrent. 2 minutes après, et l'autre, 3 juifs qui rentrent. Ça fait une dizaine de juifs. Ils sont assis autour de la table du salon. De ma vie, j'oublierai ce cours de pain. Et évidemment, on était intrigués pour savoir qui c'est le prof. Et le prof, c'était qui? C'était lui. Alors regardez comment il a fait ce cours. Ah, c'était un cours. Il sort de sa mallette, il y avait un petit cartable, il sort des petits bouts de papier. Chaque bout de papier, il y avait une lettre. Il y avait Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Et il y a plusieurs fois les mêmes lettres. Aleph, Gimel. C'est les lettres qu'ils avaient apprises dans l'année précédente. Il distribue des lettres, et chacun, alors il dit Achav, Chazara. De là, on a appris qu'il connaissait encore 2 mots. Achav, Chazara. Et alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire des mots avec ces lettres, des mots qui ne veulent strictement rien dire, puisqu'ils ne parlaient pas plus vite l'un que l'autre. Mais, comme ils avaient appris à les mettre, alors ils pouvaient faire des mots avec. Alors, ça faisait des trucs bizarres. Daba, Diabi. Et chacun devait nous dire ce qu'il faisait. Quand c'était terminé, au bout de 2 minutes, il fait Achav, Shiur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour le Shiur? Il sort de sa mallette un papier où il y avait écrit He, la lettre He de Simon. Alors, il dit He, Ha, Hi, Ho, Hu, Hi, Ha, Ho. Et tout le monde devait répéter Hi, Ha, Ho. Une fois que c'était fait,
il sortait les petits trucs avec le corps à l'avance, il a distribué les petits. Après, il prend le vav. Alors, il dit va, vi, o, ou, va, vi. Tout le monde devait répéter, après il distribue les vav. Après, il fait la même chose avec zaïn. Za, zi, zo, za. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il peut faire avec des mots avec des lettres, en utilisant les nouvelles et les anciennes. Vous savez, les trucs. Non, enfin, c'est tellement impressionnant, c'est tellement émouvant aussi. Bon, à la fin, ils ont parlé, je sais pas si c'était terminé. Moi, ils étaient très sérieux dans le groupe, et après, ils ont commencé à parler de ce qui se passait là-bas à Moscou, etc. On a compris. Et puis après, ils sont partis, et on a resté seul avec lui. Et moi, je lui ai dit, je lui ai fait un compliment, j'étais vraiment très ému. Alors, je lui ai fait un compliment, je lui ai dit, Hachio Chatran, car. Et lui, il a cru que je me moquais de lui. Il a cru que je me moquais de lui. Alors, il s'est énervé. Et quand on s'énerve, même quand on parle une langue étrangère, on comprend. Alors, il commence à me dire, ok, vous, en Europe, évidemment, pour être prof, il faut apprendre 3 ans à l'université, et après il faut un diplôme, et après seulement tu peux enseigner. Mais nous, ici à Moscou, écoutez bien, celui qui connaît Aleph Bet, il peut enseigner Aleph. Tu apprends guillemets, tu peux déjà enseigner Bet. Alors Mikou, il me fait dans l'avion, il me fait, tu as écrit ça, quand tu apprends guillemets, tu peux enseigner Bet. Quand tu apprends guillemets, tu peux enseigner Bet. Il dit l'autre histoire, deuxième histoire, le lendemain. Le lendemain, on était encore à Moscou. On était avoir un type qui parlait ivri couramment. Alors, couramment. Nous, notre ivri était bancal, c'est son niveau à lui. Il parlait couramment, mais on voyait qu'il avait. Alors lui, c'était le prof des profs. On nous avait dit, c'est important, il fallait le voir, c'est le prof des profs. C'est lui qui enseignait à notre prof de la veille. Dans les cours, il parlait très bien. Mais on voyait que c'était un livre littéraire, c'était pas un livre israélien. Mais c'était vachement clair, on restait là toute l'après-midi, je tout expliqué sur ce qui se passe à Moscou, comment ça a commencé, c'était vachement intéressant. Et alors à la fin, il nous dit, Haïm yesh nafshechem ladat bame ani asu ka'et. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de savoir de quoi je m'occupe présentement? En fait, aujourd'hui en Israël, tu dis, attends, c'est là le Maïosé, mais lui, comme il n'avait pas appris l'ivrit parlé, il avait appris l'ivrit littéraire. Alors il dit, alors il dit, Ikvou acharai, suivez-moi. Alors bon, on chie, il rentre dans sa chambre à coucher, il ouvre l'armoire, et là il sort ses chemises, et puis derrière, il y avait des piles comme ça de feuilles, des piles de feuilles. Et il nous dit Habitu. Alors on regarde, et chaque feuille, elle était divisée en deux. D'un côté c'était écrit en russe, de l'autre côté en ivrite. En russe, je comprenais bien, mais en ivrite, on voyait qu'en fait c'était un manuel pour enseigner l'hébreu aux Russes. Et en fait, comme ça n'existait pas, les manuels pour enseigner l'hébreu aux Russes à l'époque, alors lui, il avait reçu de touristes comme nous des manuels en anglais, l'anglais il parlait. Alors il a traduit, mais en traduisant, il a adapté aux Russes, c'est-à-dire que la syntaxe, la grammaire russe, etc. Donc c'était un super grand boulot. Alors Mikou lui fait Kamazan attaque au CADR, le type lui dit Chodashi malgabe Chodashi. Ça fait très longtemps, les mois et des mois que je fais ça. Et là, j'ai pas pu m'enchaîner, je lui dis mais dis-moi, quand ça sera fini, comment tu vas le publier? Parce que publier un truc en ivrite, évidemment, c'est absolument impossible. Alors il me regarde et il me dit Terem Khashavti Alayyan. J'ai pas encore réfléchi à ça. Et terrain, ça fait des mois que tu es en train de faire ton truc là. Ça veut dire que tu n'as pas réfléchi. Enfin, il dit, oh, quand j'aurai fini, je réfléchirai. Après, des mois après, nous on a compris comment il avait réussi à le faire. Comment il a réussi à le faire? Il avait terminé son truc. Une fois qu'il avait terminé, il a donné par paquet de 20 ou 30 pages, il a donné aux touristes comme nous qui venaient. Ils ont donné ça à Londres. À Londres, quand le bouquin était complètement manuscrit, il était complètement arrivé là-bas, ils l'ont publié. Et après, les bouquins, il les faisait venir par la même méthode. Et donc, il a reçu les bouquins, et après, il les dispatchait chez les profs, etc. Voilà. Alors, moi, j'écris Terrain, Rachel Tesla. Après, il me dit, Mikou, il me dit, ouais. Et alors, je raconte la troisième histoire, comme je m'arrête. La troisième histoire, c'était à Leningrad, quelques jours après. Leningrad, c'est Pétersbourg. Et là, le juif qu'on avait, on nous a dit, c'est le seul dati de Leningrad. Des fois, on est arrivé chez lui, il avait une kippa sur la tête, il s'appelait Kogan. Et alors, à peine on rentre, ça s'est mal passé au début, à peine on rentre, il nous dit Atem Ashochati.
Ben non, on n'est pas les shochatim. Ah Lo shalchou lanu et shochatim. Alors, il voulait des shochatim. Des quoi? Shochet. Alors on lui dit, mais on ne savait pas que tu as besoin d'un shochet. Il dit, mais chaque fois je leur dis, envoyez un shochet. Je dis, pourquoi tu veux un shochet? Parce que le seul shochet de Leningrad, il est mort. Depuis, je ne mange plus de poulet. Alors je leur ai dit, je vais apprendre la shrita. Alors envoyez-moi quelqu'un qui connaît la shrita, comme ça il va apprendre la shrita. Alors je lui ai dit, écoute, d'abord on ne connaît pas. Et ensuite, même si on connaissait la shrita, c'est pas en 1 heure de visite qu'on va t'apprendre la shrita. Il dit, alors je sais pas, vous avez qu'à rester longtemps. Après on a appris plus tard, ce type-là il avait sur après, il est à Ramos, on a appris plus tard qu'il est devenu shochet. Ils lui ont envoyé un Chabad, qui est resté quelques jours là-bas. Il est devenu Chabad, Shochet, Moël, et aujourd'hui, il est vraiment Chabad. On discute avec lui, etc. Et à la fin, je lui dis, Yeshecha Bakasha, il dit, qu'est-ce que une demande, une requête. Il dit, ouais. Non, à part le Shochet, il dit, ouais. Quand tu rentres à Paris, fais-moi un abonnement à Maariv, le journal israélien. Et là, je vais t'en donner que la rire, je lui dis, écoute, Maariv, tu plaisantes ou quoi? Pourquoi tu as besoin de Maariv? Parce que je vais te montrer pourquoi. Alors d'abord ça l'a énervé, je commence à rigoler. Je dis, je te montrer pourquoi. Il va à la cuisine, il m'amène un Maariv qui date d'il y a 4 mois. Il dit, tu comprends, les nouvelles sont plus fraîches. C'est un titre que j'avais à... Moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en Israël. Je veux Maariv. Je dis, mais Maariv, nous quand on t'écrit une lettre, on nous dit, faites attention, ne parlez pas d'Israël, ne parlez pas de politique parce que c'est censuré. Tu penses au journal israélien, jamais tu l'auras. Il me dit, mais je ne te demande pas un journal israélien Maariv tous les jours, je te demande 1 fois par semaine, le Maariv de Shabbat. Je dis, bah oui, mais c'est pareil, le Maariv de Shabbat, tu ne le recevras pas. Il dit, qu'est-ce que t'enseignes? T'as essayé? Je dis, bah non, j'ai pas essayé. Il dit, bah alors? Il me dit, combien de Maariv dans l'année? Je dis, 52. Il me dit, alors 52, c'est énorme! 52. À Zecholiot, que la première fois, le type qui est proposé à la censure, il voit que c'est écrit en hébreu, il croit que c'est. Il comprend pas que c'est l'hébreu, il croit que c'est l'Ouzbékistan, parce qu'il y a plusieurs langues là-bas. Et hop, il me fait passer, et moi je reçois mon journal. Peut-être la deuxième fois, le type qui est préposé à la censure, c'est l'anniversaire de mariage de sa femme, il est tout content, et alors il dit, je vais pas embêter les gens aujourd'hui, et hop, il me fait passer le journal, et moi j'ai mon journal. Peut-être la troisième fois, c'est un juif qui est préposé à la censure. Alors il voit que c'est Marie, il dit, tiens, je vais embêter le système, et hop, il fait passer le journal. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Et comme ça, j'aurais déjà 3 journaux. J'ai monté l'AFPA. Quand on est arrivé à Paris, la première chose qu'on a dit, c'est faites un abonnement à Kogan, à le mari, parce que. Est-ce qu'il a reçu? Je ne sais pas ce qu'il a reçu, toujours ça. Donc j'écris tout ça, moi. Je suis dans l'avion, donc j'écris, et quand vous revenez à Paris, faites un abonnement à Paris. Après, je lui dis, alors la 4e histoire, et la soirée, du coup, il me dit, maintenant tu comprends pourquoi il est d'accord au Mitzvah? Alors là, moi, à d'accord au Mitzvah, tu sais, j'étais dans le truc des ruses, etc. J'ai d'accord au Mitzvah, je commence à essayer de me réfléchir, où est-ce que j'ai déjà entendu l'expression? Ah ouais, c'est la Gemara qu'on avait étudiée à l'époque à la Yeshiva. D'accord au Mitzvah, oui, c'était d'accord au Anacha, et alors tu m'avais posé la question. Quelle question tu avais posée? J'avais posé la question, pourquoi c'est de la casse, ça devrait être Anacha? Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y a aucun rapport. Alors il me dit, réfléchis. Alors je lui dis, ok, d'accord, j'ai réfléchi. Alors j'ai réfléchi 2 minutes. Après je lui dis, t'as raison. C'est d'accord, ça ça. Vous avez compris? Qu'est-ce que ces Russes nous ont appris? Ces Russes, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Chacun avec son histoire. Ils nous ont appris qu'il ne faut pas juger une action sur ses résultats concrets. Il faut juger l'action sur l'effort que tu as fait. C'est le geste qui est important, c'est pas le résultat. Il y a un truc en Europe, dans la civilisation, si vous voulez, occidentale, qui est qu'on juge une action sur ses résultats. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas bien. D'accord? Et c'est bête. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Comment c'est écrit dans le Kavod? Lo alecha melech alikmov, on t'a pas demandé de terminer le travail, mais anata betchorim libatel mimena, ça veut dire que t'es pas obligé de la commencer. C'est pas parce que tu ne peux pas terminer quelque chose, tu ne dois pas commencer. Et ça, c'est pas européen, ça c'est pas occidental. C'est en fait, si tu ne peux pas terminer, commence pas, c'est bête. Mais nous, on dit non, chacun il doit faire ce qu'il peut faire. C'est pas toi de te préoccuper, ça va marcher ou pas. Ce que tu peux faire, tu fais. Ah, je peux écrire j'ai la capacité d'écrire un livre, un manuel hébreu-russe, j'écris. Ah, mais tu ne pourras pas publier, je m'en fous. Pour l'instant, je peux écrire, je peux, j'écris. Après, on verra bien pour la publication. Peut-être j'arrive, peut-être j'arrive pas. Mais pour l'instant, ce que je peux faire, je fais. Je connais la lettre bête, je vais apprendre à l'être.
Non mais ça sert à rien parce que tu connais pas d'avant plus, c'est pas grave. Si quand j'aurai les guillemets, j'apprendrai le B. Quand j'aurai le dalet, j'apprendrai les guillemets. Et l'autre il disait, envoie-moi Marie, mais tu ne recevras pas. Qu'est-ce que t'en sais? Essaie, peut-être je recevrai, peut-être pas. Mais tu peux me faire un abonnement, tu peux pas. Mais oui, je peux te le faire. Alors fais-le. C'est-à-dire que l'idée c'était, quand tu peux faire quelque chose, fais-le. Maintenant regardez ce qui s'est passé à l'époque de Yehuda Maccabi. Le type il rentre au Beth Amikdash. Est-ce que quelqu'un a allumé la menorah hier? Personne. Avant-hier non plus. Ça fait des mois que personne n'a allumé. Les Grecs ils ont fait n'importe quoi là-bas, il n'y avait pas. Avec notre esprit européen, occidental, je trouve une petite fiole d'huile, il y a suffisamment pour allumer une seule journée, les 7 branches. Et je sais que ça va s'éteindre demain. Et dans une semaine, il faut une semaine pour que la nouvelle huile pure elle arrive. Qu'est-ce que je fais moi? Et bien je me dis, on va attendre gentiment avec la petite fiole, il n'y a rien qui presse, de toute façon, ça fait des mois qu'on n'a pas allumé. Donc on va attendre gentiment une semaine, après j'allume avec la petite fiole, le lendemain, la nouvelle fiole elle arrive. Ouais. Et donc je commence la mitzvah comme il faut. Je vais allumer maintenant pour qu'elle s'éteigne demain, c'est stupide. Mais qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce que nous apprend Yehuda Maccabi? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Nous avons, tu peux, allume, telle petite fiole, allume. Ça dure pas, c'est pas ton problème. Ce que toi tu peux faire, tu fais. Après, si ça va durer, ça va rouler, c'est pas ton c'est le problème de la calage. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois il y a un miracle, des fois il n'y a pas de miracle. Mais toi, ce qu'on te demande, c'est de faire ce que tu es capable de faire. Si chacun de nous, il sort cette petite fiole d'huile qu'il a en lui, et il arrive à allumer ce qu'il peut allumer, mais c'est sûr que la révolution va marcher. Parce qu'au fur et à mesure, une petite fiole, encore une petite fiole, et si chacun il va au bout de ses potentialités, c'est comme ça qu'on fait des grands changements. Mais si tu attends, avant de faire quelque chose, de réfléchir, est-ce que ça va marcher ou pas? Alors évidemment, ça te décourage. Tu dis non, ça marchera, ça ne va pas, laisse tomber. Donc tu ne commences pas à faire le premier pas, parce que tu dis c'est tellement loin, je n'arriverai jamais. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'évolution. Il n'y a plus rien qui change. Les Juifs russes, ils ont réussi à faire tomber le mur de Berlin. Les gens ne le savent pas, mais c'est ça qui a complètement déstabilisé le gouvernement soviétique. Parce que le problème des Juifs russes, pendant les années 80, c'était le gros problème. Les Américains, grâce au lobby juif américain, les Américains, ils ont dit aux Russes, si vous ne laissez pas partir les Juifs, alors il n'y aura pas d'accords commerciaux, etc. Donc ils ont commencé à laisser partir. Et puis après, une fois que les gens commençaient à partir, c'était foutu. Si tu ne fais pas ce que tu es capable de faire, il n'y a rien qui change. Pour pouvoir changer, il faut être capable de faire, même si tu n'es pas sûr du résultat. La vérité, la guerre contre les Grecs, s'ils avaient réfléchi 50 fois, est-ce qu'ils allaient gagner ou pas avant de commencer, ils n'auraient pas commencé. Et les révoltés du ghetto de Varsovie en 1943, ils n'avaient pas non plus l'intention de mettre les Allemands, de chasser les Allemands de Varsovie, ou de chasser les Allemands de Pologne. Alors pourquoi ils l'ont fait? S'ils savaient que ça ne servait à rien, pourquoi ils l'ont fait? Parce que des fois, mon vieux, ce qui est important, ce n'est pas la conséquence de l'action, c'est l'action elle-même. Il y a des gestes qui sont importants pour eux-mêmes. Et le geste est important, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Le geste est important. Et c'est ce qui nous a appris Yehuda Maccabi, c'est que même si le miracle n'avait pas eu lieu, on aurait quand même célébré le Hanouka. Pas 8 jours, un jour. Parce que ce qu'il nous a appris, c'est que Adlaka au sein de ça. C'est que l'essentiel, c'est d'allumer. Tu peux allumer, allume. Ça dure pas, etc. C'est un autre problème. Mais toi, tu peux allumer, tu allumes. C'est pour ça qu'à la fin, ils ont décidé que Adlaka au sein de ça. Et chaque année, à partir de la semaine prochaine, on fera comme bracha, Hachel et Hachel, on se tape la glique, Ner Shel Hanouka, Zaïka, que chacun d'entre nous puisse faire sortir ce qu'il a de positif en lui pour commencer quelque chose, commencer l'allumage, en espérant que si tu as commencé, Hachel vient que ça va marcher jusqu'au bout. Oui, ça marche, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'allumer. On va voir.